Bonjour. Allô? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui, très bien, merci. Et vous? Alhamdulillah. Donc, est-ce que vous voyez le partage? Oui madame. On peut Oui, commencer? madame. D'accord. Donc, la fois passée, on s'est arrêté Oui. à la question 3. Indiquer quels sont les solvants apolaires et polaires protiques. Donc, les solvants polaires protiques et polaires aprotiques. On déduire un classement de ces 5 solvants par ordre de polarité croissante. D'accord? Donc, les solvants, on a dit que les solvants polaires protiques sont ceux qui possèdent au moins un hydrogène pouvant intervenir dans une liaison hydrogène. Donc, parmi ces 5 solvants, la molécule d'éthanol possède donc une liaison hydrogène, peut former un atome d'hydrogène lié à un élément électronégatif. Donc, la molécule d'éthanol est une molécule polaire protique. Pour les deux molécules, le diéthyléther et l'acétone, c'est des molécules polaires et aprotiques. Elles possèdent un atome. D'accord? Donc, la molécule diéthyléther et l'acétone possèdent un atome d'oxygène, mais elle ne peut pas former des liaisons hydrogène. D'accord? Et pour les molécules apolaires, on a la cyclohexane et le tétrachlorure de carbone. La cyclohexane possède des liaisons non polarisées, alors que le CCl4 possède 4 liaisons polarisées, mais son moment dipolaire global est nul. Donc, elle est considérée comme apolaire. D'accord? Oui? Allô? Allô? Oui madame. Oui, madame. Donc, la partie فهمتوها, c'est bon? Madame. Donc, la question suivante, classer, donc on déduire un classement de ces 5 solvants à ordre de polarité croissante. Quelle est la molécule la plus polaire? Les 5 solvants. La molécule la plus polaire. Quelle est la molécule la plus polaire? Madame, كيفاش نعرفوا في Vous avez... كيفاش؟ Pardon? Jeune homme, je crois que votre question, je n'ai pas compris. Allô? كيفاش نعرفوا؟ Alors, on a pour classer les 5 solvants par ordre de polarité croissante, on doit tout d'abord... Est-ce que vous avez compris la question déjà? Classer par ordre croissant, polarité croissante. D'accord? Donc, pour classer les molécules par ordre de polarité croissante, on doit tout d'abord classer les interactions. Quelle est l'interaction la plus forte? Je fais les interactions intermoléculaires, qui ont deux types. Les interactions intermoléculaires. Bon, les interactions intermoléculaires de type Van der Waals, il existe 3 types. Les interactions dipôle permanent, dipôle instantané, dipôle permanent, dipôle induit, et dipôle instantané, dipôle induit. OK, le deuxième type d'interaction, c'est les liaisons N-hydrogène. Donc, les liaisons hydrogènes sont les plus fortes. Les liaisons d'interaction de type liaison hydrogène sont les interactions sont plus fortes que les interactions de Van der Waals, plus énergétiques. Donc, elles demandent beaucoup d'énergie par rapport aux interactions de Van der Waals. D'accord? Allô? Allô? On vous entend madame. Donc, est-ce que pour classer les molécules, on doit tout d'abord classer les interactions. On a 2 types d'interactions, les interactions de Van der Waals et les interactions de liaison hydrogène. Les liaisons hydrogènes sont plus fortes, plus énergétiques que les interactions de Van der Waals.
D'accord? Donc, les molécules polaires protiques sont plus polaires que les molécules polaires aprotiques elles-mêmes, plus polaires que les molécules apolaires. D'accord? Parce que les liaisons hydrogènes sont plus énergétiques, plus fortes que les interactions de Van der Waals. Donc, la molécule polaire protique a les deux types d'interactions intermoléculaires, donc les liaisons hydrogènes et les interactions de Van der Waals, les trois types d'interactions de Van der Waals. Les molécules polaires aprotiques possèdent les trois types des interactions de Van der Waals, les trois types d'interactions de Van der Waals. Alors que la molécule apolaire a le type de quel type d'interaction qui interviennent les molécules apolaires? C'est les interactions apolaires, pour les molécules apolaires. Oui? Allô? Oui, madame. فهمت jeune homme؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ Alors, qui n'a pas compris? Non, madame, ما فهمتش. ما فهمتش. Moi. Alors, قلنا السؤال يقول classer مدام ces cinq. كيفاش نعم. نعرفوا لابلي بولار هنا؟ كيفاش نعرفوا؟ Est-ce que vous avez assisté la fois passée? Donc, نعاود l'éthanol, la molécule éthanol. L'éthanol possède, نعاود هنايا شوفوا la molécule d'éthanol, elle possède les interactions. Elle a deux liaisons polarisées, la liaison OH et la liaison CO. La liaison OH, elle est polarisée parce que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, l'oxygène il va avoir une apparition d'une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur l'hydrogène. La liaison OH, elle est polarisée. La liaison CO, elle est polarisée. D'accord? Donc, la molécule d'éthanol possède deux liaisons hydrogènes polarisées. Deux liaisons polarisées. Et de plus, la molécule possède un moment dipolaire non nul. Donc, la molécule d'éthanol est une molécule polaire. Donc, quels sont les types d'interactions qui peuvent exister, qui peuvent intervenir entre deux molécules d'éthanol? Comme la molécule, elle est polaire, donc les interactions intermoléculaires qui peuvent exister entre les deux molécules, ces interactions de type Van der Waals, c'est les trois types de Van der Waals. Dipôle, interaction dipôle permanent, dipôle permanent, dipôle induit et dipôle instantané, dipôle induit. La molécule présente aussi une liaison, un atome d'hydrogène lié à un élément électronégatif. Donc, elle peut former une liaison hydrogène avec une autre molécule d'éthanol. Donc, les interactions, elle peut former des liaisons hydrogènes. Comme elle peut former des liaisons hydrogènes, la molécule, elle est classée elle est considérée comme une molécule polaire protique. D'accord? Oui? Oui, madame. Donc, par contre, la molécule d'éthyléther et l'acétone, on a un atome lié à l'hydrogène. Un hydrogène, lié à un élément électronégatif, c'est-à-dire à l'oxygène. Donc, c'est une molécule polaire, donc elle peut former les trois types d'interactions de Van der Waals, mais elle ne peut pas former une liaison hydrogène. Donc, les interactions qui peuvent intervenir entre deux molécules d'éther, c'est les trois types d'interactions de Van der Waals. D'accord? La molécule de cyclohexane et le 6Cl4, c'est des molécules apolaires. Parce que la première molécule possède des liaisons faiblement polarisées. Et la molécule de CCl4, elle possède des liaisons dépolarisées, mais son moment dipolaire, puisqu'elle est une molécule symétrique, donc elle possède un moment global, une dipolaire nulle. Donc, elle est considérée comme une molécule apolaire. D'accord? Donc, on a pour classer les molécules par ordre polarité croissante. Les molécules, on a les interactions liaisons hydrogènes sont les plus fortes que les interactions de Van der Waals. Donc, la molécule polaire, les molécules
polaires protiques sont plus fortes que les interactions, sont plus polaires que les interactions de Van der Waals. Et les interactions dipôles permanents sont plus fortes que les interactions dipôles instantanées, dipôles induits. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord? Là, c'est bon là, pour la troisième question? On peut passer à la quatrième question? Oui? Allô? Oui, madame. D'accord, je peux passer à la troisième question? Oui, madame. D'accord. Donc, la troisième question, discuter leur miscibilité avec l'eau. Discuter leur miscibilité avec l'eau. La miscibilité des solvants, de ces 5 solvants avec l'eau. Donc, la molécule d'eau, est-ce qu'une molécule polaire, apolaire ou bien polaire aprotique? La molécule d'eau, elle possède 2 liaisons polarisées, OH, la liaison OH est polarisée, 2 liaisons polarisées, et possède un moment dipolaire non nul, puisque la forme géométrique de la molécule d'hydrogène est sous forme en V, donc possède un moment dipolaire global non nul. Donc la molécule, elle est une molécule polaire, d'accord? Donc quels sont les types d'interactions qui peuvent exister entre deux molécules d'eau, donc 2 molécules d'eau? Est-ce que la molécule d'eau peut former des liaisons hydrogènes? Oui. Oui, parce que donc on a la molécule, elle est polaire. Donc les interactions, elles peuvent les interactions qui existent, c'est les interactions de Van der Waals, les 3 types d'interactions de Van der Waals, et la molécule d'eau, elle possède 2 atomes d'hydrogène liés à un élément électronégatif, donc elle peut former 2 liaisons hydrogènes d'une part. C'est un élément donneur d'hydrogène. En même temps, un oxygène fait 2 doublés libres. Donc, elle peut former 4 liaisons hydrogènes. C'est un donneur, la molécule d'hydrogène, c'est un donneur et en même temps accepteur de liaisons hydrogène. D'accord? D'accord pour la molécule d'eau? Donc, elle peut former 4 liaisons hydrogènes parce qu'il y a 2 atomes d'hydrogène liés à un atome électronégatif. La liaison OH elle est polarisée. En même temps, elle possède 2 doublés libres. Donc, elle peut former 4 liaisons hydrogènes. Donc, est-ce que la molécule de cyclohexane est miscible avec l'eau? Donc, pour la miscibilité, d'après les définitions de la miscibilité, 2 solvants sont considérés miscibles, c'est s'ils possèdent des structures moléculaires similaires, c'est-à-dire s'ils présentent le même type d'interaction. Je vois la molécule de cyclohexane. La molécule cyclohexane. Une molécule, elle est comment la molécule? On a les molécules apolaires. Elle est apolaire, donc les types d'interactions qui interviennent, c'est des interactions de type dipôle instantané, dipôle induit. Et la molécule d'eau, on a une molécule polaire protique. Molécule polaire protique. Est-ce que la molécule du benzène est miscible avec l'eau? Non. Pourquoi? Parce qu'on a les interactions l'interaction entre les molécules d'eau est bien plus forte que les interactions entre une molécule d'eau et une molécule de cyclohexane. Parce que la molécule d'eau, elle forme des liaisons hydrogènes, 4 liaisons hydrogènes. Et la liaison hydrogène est plus forte que les interactions de type dipôle instantané, dipôle induit. D'accord? Donc, il faut beaucoup d'énergie pour les séparer. Donc, les molécules de cyclohexane préfèrent s'entourer d'autres molécules de cyclohexane
plutôt de s'entourer de molécules d'eau. Donc, on va avoir deux phases, apparition de deux phases. C'est-à-dire les deux molécules ne se mélangent pas. D'accord? D'accord? C'est bon, Naya? Oui, madame. D'accord. Donc, je passe à la deuxième molécule, l'acétone. Est-ce que l'acétone est miscible avec l'eau? L'acétone, d'après sa structure, donc possède une liaison polarisée. Donc, c'est un accepteur de liaison hydrogène. Il peut former une liaison hydrogène avec une molécule d'eau. Un accepteur de liaison hydrogène. D'accord? Donc, d'une part, il peut former les trois types d'interactions avec la molécule d'eau, parce que la molécule d'acétone, on a une molécule polaire protique. Donc, elle peut former les trois types d'interactions de Van der Waals avec la molécule d'eau. Et de plus, il se crée des liaisons hydrogènes. La molécule d'acétone possède un atome d'oxygène. Donc, le doublet de libre peut former, c'est un élément électronégatif. Donc, il peut former des liaisons hydrogènes avec une molécule d'eau. D'accord? Donc, la molécule possède, cette miscibilité est aussi rendue possible car elle possède une partie hydrophobe. Je m'attends une partie hydrophobe, c'est de la chaîne carbonée. Donc, une petite partie hydrophobe. La chaîne carbonée, elle est courte. Donc, cette miscibilité est aussi rendue possible car les parties hydrophobes, groupement méthyle, CH3, est une chaîne très courte. D'accord? Donc, l'acétone et l'eau sont miscibles. Oui? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour la partie? Donc, l'acétone qu'on a est miscible avec l'eau parce qu'il présente une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Une partie hydrophobe qui évite l'eau, qui n'aime pas l'eau, alors que la partie hydrophile qui a de l'affinité avec l'eau. D'accord? Donc, elle a une partie hydrophile, donc elle peut former des liaisons hydrogènes avec une molécule d'eau, et une petite partie donc hydrophobe. Donc, l'acétone et l'eau sont miscibles. C'est bon? Oui. D'accord. Pour la molécule de le diéthyléther, l'éther. L'éther, est-ce que l'éther peut former des liaisons hydrogènes avec une molécule d'eau? Voilà. L'éther. L'éther peut former des liaisons hydrogènes avec une molécule d'eau. Allô? Allô? Oui, madame, modèle les hommes. Parce que l'éther a un élément électronégatif, ou l'oxygène. Donc, le plus négatif. Donc, l'éther possède un atome électronégatif. Voilà, donc il peut former électronégatif, et la molécule d'eau, on a deux liaisons hydrogènes, enfin, pas deux atomes hydrogènes. Donc, l'élément, on a la liaison hydrogène se forme entre un atome d'hydrogène ni un élément électronégatif. La molécule d'eau a l'oxygène, ou l'élément électronégatif lié, donc l'hydrogène est lié à un élément électronégatif. Et l'éther possède un doublet libre, lié donc le doublet libre d'un atome, d'un élément électronégatif ou l'oxygène. Donc l'oxygène, l'éther peut former une liaison hydrogène avec les molécules d'eau. D'accord? Donc, l'éther est une molécule polaire aprotique. Il s'établit donc entre l'éther et l'eau les trois types de forces de Van der Waals, Kizom, Dubaï et London. Et plus l'interaction intermoléculaire par liaison hydrogène. Mais est-ce que la molécule, elle est miscible avec l'eau?
Non, la molécule n'est pas miscible avec l'eau. Elle présente ça, une certaine solubilité, mais ça n'est pas miscible avec l'eau. C'est-à-dire la solubilité n'est pas totale. Pourquoi? Parce que la molécule d'éther, la molécule d'éther présente deux chaînes à deux atomes de carbone. La partie hydrophobe fait quatre donc éléments hydrophobes, deux parties hydrophobes. Donc la molécule d'éther et l'eau sont non miscibles. D'accord? Par contre, le diméthyléther est miscible avec l'eau. Le diméthyléther, miscible. Le diéthyléther, il est non miscible avec l'eau. Allô? Allô? Oui, madame. C'est Oui, bon? madame. D'accord. Donc, je Madame, passe s'il vous plaît, معليش تعاودي Oui. parce que راحت لي connexion. واش نعاود هاد لا بارتي تاع l'éther. Oui, هادي s'il vous plaît. D'accord. Donc, on a la molécule d'éther est une molécule polaire aprotique. Elle est aprotique, polaire. Donc, elle possède des liaisons polarisées et possède un moment dipolaire non nul. Mais elle ne peut pas former de liaison hydrogène avec une autre molécule d'éther. Donc, elle est classée comme molécule polaire aprotique. Donc, entre une molécule d'éther et une molécule d'eau, quelles sont les interactions qui peuvent exister entre une molécule d'éther et une molécule d'eau? Il s'établit entre les molécules d'eau, puisque la molécule d'eau, on a les polaires et protiques, et la molécule d'éther, elle est polaire aprotique. Les trois types de forces, des trois types de forces de Van der Waals, ils sont Kizom, Dubaï et London, et de plus, elle peut former une liaison hydrogène, parce que la molécule d'éther possède un élément électronégatif. Donc, le doublé, tu as l'élément, tu as l'éther, va former une liaison hydrogène avec l'hydrogène lié à l'élément électronégatif ou à l'oxygène. Donc, les trois types d'interactions de Van der Waals plus les liaisons hydrogène. Mais la molécule, elle n'est pas miscible avec l'eau. Pourquoi? Parce que l'éther, le diéthyléther, possède deux chaînes à deux atomes de carbone. D'accord? La partie hydrophobe. Donc, la partie, la molécule possède deux chaînes à deux atomes de carbone. Donc, la molécule d'eau, l'éther et l'eau sont non miscibles. Par contre, on a le diméthyléther est miscible avec l'eau. C'est bon? D'accord, c'est bon, merci. D'accord. Donc, plus la chaîne Madame, qui confie chaîne hydrocarbonée, تاع carbone. voilà, plus la chaîne hydrocarbonée augmente, plus la polarité diminue. Donc, plus la solubilité diminue. Donc, il y a une certaine solubilité entre l'éther et les méthanes, mais la solubilité n'est pas totale. D'accord? Donc, l'éther et l'eau sont non miscibles. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc, Oui, madame. D'accord. Donc, on passe à l'éthanol. L'éthanol, c'est une molécule polaire protique. Donc, il forme donc avec l'eau les trois types de Van der Waals, Kizom, Dubaï et London. Mais surtout, il possède une partie hydrophile, la liaison OH. La liaison OH hydrophile, donc un atome d'hydrogène lié à l'oxygène. Donc, l'hydrogène, l'éthanol, peut former deux liaisons hydrogène. Donc, c'est un élément, c'est un donneur et accepteur de liaison hydrogène. Parce que d'une part, a un atome d'hydrogène et un doublé libre. Donc, il peut former une liaison hydrogène avec l'atome d'hydrogène de la molécule d'eau. Et en même temps, un hydrogène lié à un oxygène. Donc, il peut former une liaison hydrogène avec l'oxygène de la molécule d'eau. Donc, c'est un donneur et en même temps accepteur de liaison hydrogène. L'éthanol donc et l'eau sont miscibles. D'accord? Surtout que la partie hydrophobe, une partie hydrophobe très courte, CH3, CH2. Donc l'éthanol et l'eau sont miscibles. D'accord?
Oui? Voilà. Donc, pour la question suivante, déterminer si les solvants de chacune des paires cyclohexane acétone, acétone éthanol forment une solution homogène. Donc, si les deux liquides sont miscibles, donc la solution est considérée comme une solution homogène. Sinon, comme une solution homogène et une solution non dite hétérogène. Donc, si les deux solvants sont totalement miscibles, donc la solution est homogène, on va avoir une seule phase. Sinon, la solution est dite hétérogène. D'accord? Lorsque le mélange et les deux solvants sont non miscibles, la solution est hétérogène. On va avoir deux phases. D'accord? Allô? Allô? Oui, Oui, madame. Oui, madame. Alors, oui, madame. écoute, ça va, c'est bon. Oui, madame. Vous n'avez pas de questions? شوية. وشنو شوية؟ قولوا لي حاجة ما فهمتهاش نعاودها لكم. Alors, Madame. Madame, Oui. répétez la dernière partie, s'il vous plaît. Protéine. alors, شو قلت لي؟ Allô? Jeune homme. Quelle partie? كيفاش نعرفوا بروتيك و ابروتيك؟ Protique et aprotique. بولار بروتيك و بولار ابروتيك. D'accord. Donc, par définition, les solvants polaires protiques sont ceux qui possèdent au moins un atome d'hydrogène. Donc, peuvent intervenir, donc ils peuvent former de liaisons hydrogènes. Alors, pour l'éther, la molécule d'éther, est-ce que la molécule d'éther possède un atome d'hydrogène lié à un élément électronégatif? Chauffe la molécule d'éther. Un atome d'hydrogène lié à un élément électronégatif, c'est-à-dire soit l'oxygène, l'azote ou bien le fluor. Oxygène. Donc, la liaison hydrogène, elle se forme lorsqu'un atome d'hydrogène lie un élément électronégatif. On a exemple à l'azote, le fluor ou l'oxygène. Donc, avec un atome icône électronégatif, B, un électrode porteur d'un doublet libre. Par exemple, pour la molécule d'eau, la molécule d'eau, l'oxygène, donc le H, il est lié à un élément électronégatif. Et d'une part, et d'autre part, l'oxygène, la molécule d'oxygène possède un élément électronégatif, on voit l'oxygène, qui peut avoir un doublet libre. Donc, le doublet libre se lie avec l'hydrogène de l'autre molécule d'eau. D'accord? On a un deuxième cas, chauffe la molécule HF. Le H, il est lié à un élément électronégatif, c'est-à-dire le fluor. Donc, il va, ou comme le fluor possède un doublet libre, donc, là, on va avoir une liaison hydrogène entre le fluor et l'hydrogène. D'accord? La molécule, un troisième exemple, l'azote. L'azote, pour l'azote, elle possède un doublet libre et en même temps, un H, un atome d'hydrogène lié à un élément électronégatif. Donc, l'azote le doublet libre peut former une liaison hydrogène avec une autre molécule telle l'ammoniac. D'accord? Est-ce que vous avez déjà le principe de la liaison hydrogène? Allô? Oui, madame. C'est bon. Donc, maintenant, on a la molécule polaire protique et polaire aprotique. Par exemple, pour la molécule de l'acétone, l'acétone est une molécule polaire. Pourquoi elle est polaire? Parce qu'elle possède une liaison polarisée, il y a la liaison CO. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc, on va avoir l'apparition d'une charge négative partielle d'alpha, notée d'alpha,
sur l'oxygène et delta est une charge partielle positive sur le carbone. Et comme la liaison possède un moment dipolaire non nul, donc la molécule, elle est polaire. Donc maintenant, la molécule, les solvants polaires, il y a deux types. Les solvants polaires protiques et les solvants polaires aprotiques. Cette la molécule d'acétone, est-ce qu'elle est polaire protique ou bien polaire aprotique? Normalement aprotique. Aprotique parce que un atome d'hydrogène lié à un élément électronégatif. Un élément électronégatif. D'accord? Donc, elle est classée comme molécule polaire aprotique. Par contre, l'éthanol, chauffe l'éthanol, l'éthanol qui a une liaison, un hydrogène lié à un élément électronégatif ou à l'oxygène. Donc, l'atome d'hydrogène peut se lier avec le doublet libre de l'oxygène. D'accord? L'éthanol, la molécule, elle est polaire protique. Donc, il y a d'autres molécules polaires, chauffons, qui les solvants polaires aprotiques. On peut avoir la molécule de dichlorométhane, le diéthylitaire, le tétrahydrofurane, etc. D'accord? Mais un hydrogène lié à un élément électronégatif. C'est des molécules polaires aprotiques. Le deuxième type, on a les solvants polaires protiques. Je fais l'éthanol, qui est l'acide acétique. L'acide acétique, c'est un molécule polaire protique parce qu'il possède un atome d'hydrogène H lié à l'oxygène. D'accord? Donc, c'est des molécules polaires protiques. D'accord? C'est bon? D'accord. D'accord. Oui, madame. Donc, est-ce que la femto la miscibilité? Il y a la miscibilité qu'on a d'une manière générale. Deux solvants A et B sont miscibles s'ils possèdent des structures moléculaires similaires. Donc, d'une façon générale, les molécules polaires sont solubles dans les solvants polaires et les composés apolaires sont solubles dans les composés apolaires. Donc, on a le mot miscibilité et le mot solubilité. Deux liquides sont miscibles s'ils sont complètement solubles l'un dans l'autre. Donc, dans toutes les proportions. C'est-à-dire, quel que soit le volume de le solvant A, on va avoir une solution homogène. Par contre, il est qu'un, par exemple, on a donc entre le cyclohexane et la molécule d'eau, on a appelé la cyclohexane une molécule apolaire. Donc, c'est la molécule apolaire. Donc, le type d'interaction qui intervient entre deux molécules de cyclohexane, c'est des interactions de type Van der Waals et interaction instantanée dipôle induit. Par contre, la molécule d'eau a les trois types d'interactions de Van der Waals plus les liaisons hydrogènes. On a la molécule d'eau, elle peut former 4 liaisons hydrogènes, parce qu'il y a deux doublés libre, en même temps deux liaisons hydrogènes, donneur et en même temps accepteur de liaison hydrogène. Donc, la liaison, il est difficile en fait de rompre les 4 liaisons. Donc, la molécule de cyclohexane, elle préfère donc s'entourer de molécules. Oui. Oui. Oui, mademoiselle, je vous entends. Allô? Allô? Ouais. C'est bon? Donc, alors qu'on a l'interaction entre les molécules d'eau est bien plus forte que les interactions de liaison hydrogène, plus forte que les interactions dipôle instantané, dipôle induit. Donc, les molécules de cyclohexane préfèrent s'entourer d'autres molécules de cyclohexane plutôt que de s'entourer de molécules d'eau. Donc, les molécules de cyclohexane et l'eau se séparent. Ils ne se mélangent pas. Donc, on va avoir deux phases. Les cyclohexanes, d'ailleurs, puisque la densité d'eau
la cyclohexane est inférieure à la densité d'eau, donc il fera d'eau, on va avoir deux phases. Alors, tu vois, on a le schéma. Vous voyez le schéma. Là. Allô? Oui, madame, Oui, oui. madame. Donc, on a la molécule d'eau, donc on va avoir deux phases. Les molécules de cyclohexane ne se mélangent pas avec les molécules d'eau. D'accord? Parce que maintenant, j'ai le même type d'interaction. Les interactions sont totalement différentes. Il y a des liaisons hydrogène plus les interactions de Van der Waals. On a des interactions de type, on a instantané du pôle induit. Donc, puisque les interactions hydrogène, les molécules d'eau forment 4 liaisons hydrogène, donc les interactions sont plus fortes, beaucoup plus fortes que les interactions instantanées du pôle induit. Donc, il faut donc beaucoup d'énergie pour rendre pour les séparer. D'accord? Par contre, la molécule d'acétone a une partie hydrophile. Une petite partie hydrophile. Elle a l'oxygène, un atome d'oxygène, donc elle peut former des liaisons hydrogènes avec notre molécule d'eau. D'accord? Et surtout, elle a une petite partie hydrophobe. Donc, la partie hydrophobe, la miscibilité est rendue possible car la partie est très courte. Oui? Il y a des personnes qui demandent vous êtes daté dans le PDF. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci. Donc, on a pour la miscibilité entre l'acétone et l'eau, elle possède une partie hydrophobe et une partie hydrophile. L'acétone et l'eau sont donc miscibles. C'est bon? Donc, je passe à la 4e question. Déterminer si les solvants de chacune des paires cyclohexane-acétone, acétone-éthanol forment une solution homogène quand on les combine, c'est-à-dire on les mélange. Madame, Oui? madame, pour connaître si le molécule est polaire ou bien apolaire, on utilise la variation de l'électronégativité entre les atomes. Donc, il faut trouver supérieur ou égal 0,45. D'accord. On a deux conditions. Premièrement, présence de liaisons polarisées, c'est-à-dire la différence d'électronégativité est comprise entre 0,4 et 1,7, et la molécule possède un moment dipolaire non nul. D'accord? Parce que je trouve la molécule CCl4. CCl4. Pour la molécule de CCl4, la CCl4 présente 4 liaisons polarisées. D'accord? Elle a 4 liaisons polarisées. Le chlore est plus électronégatif que le carbone. Mais le moment global, le moment dipolaire global est nul. Parce que la molécule est symétrique. Donc la molécule, elle est considérée comme apolaire. Allô? سما مادام نشوف المومون ديبولا. شوفوا لازم تكون عندها les liaisons polarisées كما la cyclohexane ما عندهاش une liaison polarisée donc elle est apolaire. La liaison CCl4 عندها les liaisons polarisées mais le moment dipolaire est nul. Donc هنايا elle est apolaire. Donc pour qu'une molécule soit polaire, il faut avoir des liaisons polarisées et un moment dipolaire non nul. D'accord? Deux conditions sont nécessaires. Allô? Allô? Oui, madame, c'est bon. فهمتوا هذا؟ D'accord, داكور. دونك واش تاني؟ واش ما فهمتوش؟ C'est bon? On peut passer à la 5e question? C'est bon, madame. D'accord. Ah. Oui. Allô? Madame, c'est bon. D'accord. Donc, on a la 4e, bien la 5e question. Déterminer si les solvants de chacune des paires cyclohexane, acétone, acétone, éthanol forment une solution homogène. Donc, par définition, si deux liquides sont miscibles, donc alors le mélange est homogène.
Sinon, si les deux liquides sont non miscibles, donc la solution, les mélanges est hétérogène. D'accord. Donc, entre la molécule de cyclohexane, est-ce que l'acétone est soluble avec la cyclohexane? Les deux solvants sont miscibles. Cyclohexane et acétone. Cyclohexane et acétone. Entre la... Donc, on a entre l'acétone et la cyclohexane. En fait, l'acétone, donc, il y a des interactions attractives de type Van der Waals-London se créent entre l'acétone et le cyclohexane. Donc, entre la partie hydrophobe, la molécule qu'on a acétone fait une partie hydrophile, les HCO, donc elle peut former des liaisons hydrogènes avec une molécule polaire et il possède une partie hydrophobe, donc elle peut interagir avec une autre molécule apolaire. Donc, la molécule de cyclohexane, les cyclohexane et acétone sont miscibles. Donc, ils forment un mélange homogène, une seule phase. D'accord? Entre l'acétone et l'éthanol, l'acétone présente un atome d'hydrogène, donc un double libre, il peut former une liaison hydrogène avec l'éthanol. Donc, les deux solvants sont miscibles. Ils forment donc un mélange homogène. Par contre, les cyclohexane et l'eau sont des mélanges hétérogènes. Ils ne sont pas miscibles, donc ils forment deux phases. On va avoir deux phases, donc ils sont hétérogènes. L'acétone et l'éthanol forment un mélange homogène parce qu'ils sont miscibles. D'accord? D'accord. Voilà. La 6e question, donc, comparer la miscibilité dans l'eau du méthanol et de l'octanol. L'octanol possède donc 8 atomes de carbone. Ou le méthanol, un seul atome de carbone. Donc, comparer la miscibilité dans l'eau du méthanol et de l'octanol. Est-ce que le méthanol est miscible avec l'eau? Oui, et normalement, l'octanol est plus miscibilité à l'eau. Le méthanol. D'ailleurs, l'éthanol, il est miscible. Donc, le méthanol possède un seul atome de carbone, donc il est miscible avec l'eau. Il peut former des liaisons hydrogènes avec la molécule d'eau. Donc, la molécule d'octanol, elle a 8 atomes de carbone. Les deux solvants sont non miscibles. D'accord? On n'a plus la chaîne hydrocarbonée augmente, plus la solubilité diminue. Donc, les alcools, les petites molécules d'alcool, qui ont les petites molécules, c'est-à-dire le méthanol, éthanol et propanol, ils sont miscibles avec l'eau. Il y a des interactions intermoléculaires attractives entre l'alcool et l'eau. Donc, elles peuvent être attractives. Quelles sont les interactions? C'est les 3 types d'interactions de Van der Waals plus liaison hydrogène. Parce que l'éthanol, on a une molécule alcool. De manière générale, alcool possède une liaison, donc un atome d'hydrogène lié à un élément électronégatif. Donc, il peut former des liaisons hydrogènes avec une autre molécule d'eau. Mais lorsque la molécule de la chaîne hydrocarbonée augmente, donc les molécules d'alcool plus longues, tendent à être moins solubles dans l'eau. Car les molécules contiennent une partie de chaîne hydrocarbonée non polaire. Non polaire, on a la partie hydrophobe, c'est-à-dire la partie limathabshima. Donc, elle est plus longue. Donc, la partie elle est prépondérante parce que les interactions hydrophobes sont plus prépondérantes par rapport aux interactions liaison hydrogène. D'accord? Donc, là, la solubilité diminue. Donc, d'une manière générale, plus la longueur la chaîne hydrocarbonée augmente, plus la solubilité diminue. D'accord? Donc, les alcools, comme le méthanol, l'éthanol et les propanols, sont miscibles avec l'eau. Par contre, au-delà, donc, le méthode propane, butanol, il est faiblement soluble, alors que l'octanol, il est pratiquement insoluble dans l'eau.
D'accord? Allô? D'accord. Voilà. C'est bon pour la partie Hadi? Oui, c'est bon. D'accord, Oui, madame, c'est bon. d'accord. Donc, on passe à la partie suivante, les méthodes de séparation. L'exercice 2, dans chacun des cas suivants, quel type de filtration choisir? Premièrement, retirer environ 0,03 g d'impureté solide de 5 ml d'un liquide. Retirer donc 0,4 g, 0,3 g d'impureté solide de 5 ml d'un liquide. Le mélange est-il un mélange hétérogène ou bien un mélange homogène? Hétérogène. Hétérogène, solide, liquide. Donc, c'est un mélange hétérogène. Donc, la question, c'est quel type de filtration choisir? La filtration, donc, comme c'est une technique de séparation des mélanges hétérogènes. Solide, liquide. C'est une technique de séparation des mélanges hétérogènes. Solide, liquide. Donc, la filtration, il existe deux types. Filtration classique et la filtration sous Bichner. Donc, sous vide, c'est-à-dire sous vide. Okay, la classique. Donc, la filtration, la méthode, la technique de séparation utilisée est une filtration classique. Je mets la filtration classique. Elle consiste donc à utiliser un filtre, le papier filtre. Donc, le filtre permet de retenir les particules solides qui sont plus grosses que les pores parce que le filtre a des trous. Et donc, le filtre, le liquide passe à travers donc, le filtre, c'est le filtrat. D'accord? Et je peux récupérer donc la solution limpide, la solution, le filtrataire homogène. La technique, elle est utilisée pour éliminer surtout un solide insoluble présent en solution, qui est même le cas Tana. D'accord? Donc, la filtration classique ou bien filtration par gravité, on a le matériel nécessaire, on a un bécher, le mélange hétérogène contient le liquide plus le solide, et un entonnoir, un papier filtre et un Erlenmeyer. Donc, on a le filtre permet de retenir les particules solides qui sont plus grosses que les pores. Donc, le liquide qui passe au travers, c'est le filtrat, et de la partie solide, c'est le résidu. Donc, on va avoir une solution, le Erlenmeyer, la solution homogène, puisqu'on a séparé la partie solide de la partie liquide. D'accord? Le deuxième cas, récupérer les cristaux obtenus après recristallisation d'un solide organique dans 20 ml de solvant. Récupérer les cristaux obtenus après recristallisation, donc après une synthèse, comme on obtient un produit. Donc, pour le purifier, on va utiliser la méthode, la technique, c'est la méthode, la filtration, mais c'est une filtration sur Bichner. Allô? Oui, madame. Donc, Oui, on vous entend. Oui, madame. D'accord. Quelle est la différence entre la filtration sous vide et la filtration sous classique? Le matériel. Donc, Naya, c'est le matériel utilisé. Naya, on utilise ce qu'on appelle un entonnoir Buchner. Je sais que le bas, je peux faire. Non, c'est faux. Voilà. Donc, l'entonnoir, elle est généralement porcelaine. Donc, présente un fond plat et percé. D'accord. Donc, la méthode technique de la filtration sur Bichner, on a besoin d'un système d'aspiration. Soit une pompe ou bien voilà, une pompe pour. Le but de la filtration, c'est de
on va. Donc, on a, شوفوا la technique. On a un système d'aspiration, donc elle permet de filtrer plus rapidement et plus efficacement qu'une filtration classique. Là, le premier cas, la méthode classique, elle est utilisée pour éliminer. Donc, j'ai besoin de filtre. Le cas de filtre. Éliminer un solide insoluble, présent en solution. Par contre, la technique sur filtration sur Buchner, le but, c'est de récupérer le solide. D'accord? Allô? Oui, madame. فهمتوا la différence بيناتهم؟ Donc, il y a le système, la technique de filtration sur Buchner, elle utilise une pompe. Donc, elle permet d'accélérer premièrement et on va avoir un produit beaucoup plus sec. D'accord? Donc, cette technique permet de filtrer plus rapidement et plus efficacement qu'une filtration classique. Le produit, à la fin, on va avoir un produit plus sec et peut-être récupéré plus facilement. Par contre, qui est une filtration sur classique, le produit fait donc, il est difficile de récupérer le solide, le filtre sur la technique classique. D'accord? Allô? D'accord, madame. Oui, madame. Voilà. Donc, parmi les avantages et les inconvénients de la filtration par gravité au classique, là, elle est plus facile à mettre en place et demande moins de matériel. Je trouve ça un entonnoir et un airline meilleur. Et par contre, cette technique, parmi ces inconvénients, la technique de filtration sur classique est lente. Donc, la filtration sous vide, elle est plus efficace, mais nécessite un dispositif d'aspiration, soit une pompe ou bien une trompe à eau. Donc, la filtration sur filtration classique, la séparation est incomplète, donc le solide retient une quantité non négligeable de liquide. Donc, d'accord? Oui? On peut passer à la troisième question, Oui, madame. D'accord. Alors, la troisième, éliminer les impuretés colorées dissoutes dans 35 ml d'une solution éthanol. Éliminer les impuretés colorées dissoutes dans 35 ml d'éthanol. Est-ce que la solution est homogène? Oui, elle est homogène. Elle est homogène parce que les solutions, les impuretés, elles sont dissoutes. Donc, la solution est homogène. D'accord? Donc, comment peut-on donc éliminer la partie, les impuretés colorées? Pour les éliminer, on peut utiliser un agent de décoloration. Je mets un agent de décoloration, par exemple, je peux utiliser le charbon actif. Le charbon actif, il contient des pores. Donc, les pores, les impuretés, les pores vont capter les impuretés colorées. D'accord? Donc, la solution de départ, qui est l'éthanol, je vous le schéma. Est-ce que vous voyez le schéma? Donc, la solution éthanol colorée, l'éthanol contient des impuretés colorées. Donc, on a une quantité de charbon actif. Comme le charbon actif contient des pores, donc il va capter les impuretés. D'accord? Est-ce que vous voyez le schéma? Oui, madame. D'accord. On a l'éthanol, l'éthanol plus en présence du charbon actif, et on a capté les impuretés. Donc la solution, elle devient limpide. D'accord? Parce que l'éthanol est incolore. Donc la solution, elle devient incolore et limpide. Bon, maintenant, pour récupérer l'éthanol pur, donc je vais faire une filtration sur papier, parce que ça le filtre. D'accord? Allô? Oui, madame, c'est clair. Voilà. La cinquième ou bien la sixième question, éliminer les particules fines. Les particules fines après dissolution d'une poudre dans 10 ml d'eau.
particules, c'est-à-dire en suspension. La technique à utiliser donc, pour éliminer les particules fines, c'est, au lieu de la filtration, c'est la microfiltration. Microfiltration. D'accord? Donc, qui met la filtration? Quelle est la différence entre la filtration et la microfiltration? Donc, la microfiltration est un procédé de séparation solide et liquide. Consiste à utiliser des membranes dont le diamètre des pores est beaucoup plus faible, c'est-à-dire de l'ordre de micromètres. Le papier filtre, la membrane contient donc des pores de l'ordre de micropores pour éliminer les particules les plus petites. D'accord? C'est le même principe que la filtration, sauf que on a utilisé un filtre, le filtre, les pores et les supérieurs, la microfiltration, les pores sont de l'ordre de micromètres. D'accord? Donc, pour éliminer les particules fines, la technique à utiliser, c'est la microfiltration. La microfiltration, on a un procédé de séparation solide et liquide, elle consiste à utiliser des membranes ou bien des filtres dont le diamètre de pores sont beaucoup plus faibles, sont de l'ordre de micromètres. D'accord? Allô? Oui, madame. C'est bon? Vous avez fait la microfiltration, c'est bon? Oui. D'accord. Donc, voilà. C'est bon pour la question, l'exercice 2. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non, c'est bon. D'accord, on passe à l'exercice 3. Lors de la préparation d'un jus d'orange, nous obtenons un mélange hétérogène constitué de jus, le liquide, et de la pulpe d'orange, le solide. Donc, premièrement, faire un schéma détaillé avec sa légende de l'expérience qui permet de séparer la pulpe du jus d'orange. Alors, quelle est la technique à utiliser pour séparer le liquide, c'est-à-dire le jus, et la pulpe? Là, on va utiliser une filtration classique. Donc, on a le jus d'orange, filtration du jus d'orange. On verse lentement le jus d'orange. On a le matériel qu'on a, donc le matériel utilisé, c'est l'entonnoir, un entonnoir avec un papier filtre et un erlenmeyer. Donc, on verse lentement le jus d'orange dans un filtre, placé dans un entonnoir, et on place l'entonnoir au-dessus d'un erlenmeyer. Donc, les particules solides, c'est-à-dire la pulpe, sont retenues par le filtre et le liquide donc passe au travers du filtre. Et le filtre, on va avoir un jus, donc une solution homogène. D'accord? Madame, Oui? mais avant la filtration, normalement, on utilise la sédimentation. Voilà, sédimentation, voilà, décantation. D'ailleurs, c'est la question, que faut-il faire avant cette expérience pour la rendre plus efficace? Donc, on commence toujours par une décantation. D'accord. Voilà, donc la décantation consiste à laisser reposer, c'est-à-dire décanter un mélange hétérogène. On laisse reposer. On verse donc le jus d'orange pulpé dans un bécher, le mélange hétérogène, puis on laisse décanter, laisser reposer. Et après quelques minutes, on peut observer que la pulpe, les particules, plus lourdes que les autres constituants, s'est déposée dans le fond du bécher. D'accord? Donc, la décantation permet de séparer en partie la constitution d'un mélange hétérogène.
La séparation est parfois partielle parce qu'il reste quelques particules fines en suspension. Donc, on récupère le jus avec peu de pulpe et on fait une filtration. Pour la décantation, elle permet donc d'éliminer de nombreuses particules et d'éviter au filtre de se boucher pendant la filtration. Donc, avant de faire une filtration, on commence par une décantation. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, la troisième question. Il existe une autre méthode qui permet de séparer les particules présentes dans un mélange hétérogène du reste du liquide. C'est la centrifugation. Centrifugation. Expliquez la différence entre une décantation et une centrifugation. La différence entre une centrifugation et une décantation. Donc, la décantation et la centrifugation sont des techniques de séparation des mélanges hétérogènes. La décantation, donc le matériel nécessaire pour la décantation, un bécher lorsque le mélange est un solide liquide, et l'ampoule, on peut utiliser l'ampoule à décanter lorsque le mélange sont des liquides non miscibles. D'accord? Oui, madame. La décantation, donc, consiste seulement à laisser reposer le mélange. Donc, c'est une méthode simple à mettre en œuvre puisqu'elle ne nécessite aucun matériel particulier. Mais la centrifugation est réalisée à l'aide d'une centrifugeuse. Une centrifugeuse. D'accord? D'accord. Voilà, donc le matériel, la centrifugation d'un mélange s'obtient en faisant tourner très rapidement les tubes de la centrifugeuse. La centrifugation, donc, elle est plus rapide et plus efficace, mais elle nécessite un matériel, c'est-à-dire la centrifugeuse. D'accord? Donc, la décantation, elle est simple à mettre en œuvre, parce que maintenant, j'ai un appareil. Par contre, elle est très lente, elle est moins efficace. Et la centrifugation, donc, elle est plus rapide et plus efficace. D'accord? Allô? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Hein, toi, la Oui, différence? madame. D'accord. Donc, la question suivante. Le jus d'orange homogène que nous avons obtenu par filtration contient encore plusieurs constituants, le sucre, les arômes et l'eau, etc. Donc, pour en extraire l'eau, nous pouvons procéder de deux façons. Dans l'expérience schématisée ci-contre, comment s'appelle cette méthode de séparation? Le schéma. Distillation. Distillation. Donc, la distillation est une méthode de séparation des constituants d'un mélange homogène. Homogène. Donc, la distillation, donc, le chauffe-ballon. Le mélange homogène, donc, est placé dans un ballon. Vous avez un thermomètre, le réfrigérant et l'air. Donc, le mélange homogène est placé dans un ballon à distiller et porté à ébullition. Le passage de l'état liquide, la deuxième question, quels sont les changements d'état qui se produisent lors d'une distillation? Donc, le passage, on a le mélange homogène est placé, la distillation est une technique de séparation des mélanges homogènes. Le mélange homogène est placé dans un ballon et le porté à ébullition. Et donc, le passage de l'état liquide, à l'état vapeur est appelé vaporisation. Donc, les vapeurs sont ensuite
condensé, c'est-à-dire parce qu'on a un réfrigérant, contact avec le réfrigérant, les vapeurs sont ensuite condensées à l'aide d'un réfrigérant et forment donc le distillat. On récupère les solutions, donc le produit pur, c'est le distillat. Et le passage, les distillations, qui a deux changements d'état, changement voilà. Le premier, c'est le passage de l'état liquide à l'état vapeur, donc les molécules en l'état liquide, on chauffe le mélange, donc les molécules passent à l'état vapeur, c'est la vaporisation. Ensuite, les molécules sont condensées, se condensent dans le réfrigérant, donc les vapeurs sont condensées à l'aide d'un réfrigérant. Donc le passage de l'état vapeur à l'état liquide, c'est la liquéfaction. D'accord? Oui? Madame, mais avant, il faut vérifier la température des contenus de mélange. Oui, pour séparer, d'une manière générale, donc c'est le mélange, on porte à ébullition, donc on vérifie. De toute façon, le changement d'état, il se fait à température constante. Oui, madame, mais s'il y a des contenus عندهم une température متقاربة. Non, on va utiliser la distillation fractionnée. La distillation Et voilà, fractionnée. c'est pour ça que لازم vérifier la température قبل. Oui, là, la température. Bien sûr, qu'il y a le thermomètre. Allez bien, qu'il y a le thermomètre. Donc, le thermomètre, lorsque les produits possèdent des températures voisines, là, on va utiliser la distillation fractionnée. La fractionnée, c'est-à-dire qu'il y a une autre colonne. Donc, je vous le schéma. Comme هنايا, je vois la différence. Il y a une autre colonne. D'accord? C'est la distillation fractionnée. D'accord? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, là, voilà, pour l'exercice 3. Donc, je passe à l'exercice 4. Après centrifugation du sang, on observe trois phases. La phase 1, c'est le surnageant, plus clair, représentant le plasma. La phase 2, très fine, représentant les cellules des globules blancs et plaquettes. Et enfin, la partie 3, la plus dense, composée de globules rouges. La première question, le sang est-il un mélange homogène ou bien hétérogène? Le sang est-il un mélange homogène ou hétérogène? Homogène. Homogène. Alors, je fais la définition d'un mélange homogène. Donc, dans un mélange homogène, on peut distinguer les constituants à l'œil nu. Et on peut les séparer par filtration à la décantation ou centrifugation. Contrairement à un mélange homogène. Donc, d'après le texte, après centrifugation, donc séparation, on a trois phases. Donc, le mélange, il est comment? Il est hétérogène. À cause. Donc, on a dans un mélange hétérogène, on peut distinguer les constituants à l'œil nu. Là, on ne peut pas voir les trois phases après la séparation parce que la densité entre la densité des trois composants, donc le plasma ou les globules fins, on possède des densités très proches. Donc, après centrifugation, le mélange est séparé. Donc, on a trois phases. Donc là, on a pour un mélange hétérogène, on peut distinguer les constituants à l'œil nu et on peut les séparer par filtration, la décantation, bien centrifugation, contrairement à un mélange homogène. D'accord? Un mélange homogène, même après séparation, on a une seule phase. D'accord? D'accord. Donc, le sang est un mélange hétérogène car on peut séparer les cellules du plasma par centrifugation. Donc, cette technique est utilisée, c'est-à-dire la centrifugation, lorsque le mélange contient des particules trop fines du solide en suspension dans un liquide.
et donc les liquides qui mettent le katana, les pâtes liquides particulièrement visqueux, c'est-à-dire possèdent de faibles densités, d'accord? Donc les liquides particulièrement visqueux, qui a une consistance épaisse, qui s'écoule lentement et difficilement, et de faibles différences de densité. D'accord? Donc, la troisième question, peut-on utiliser la décontation dans ce cas? La décontation au lieu de la centrifugation. Allô? Allô? Alors, vous êtes... Allô? Oui, madame. Oui. Alors, est-ce que, la question, peut-on utiliser la décontation dans ce cas? La décontation au lieu de la centrifugation pour séparer les constituants du sang. Alors, la décontation est souvent très lente et inefficace pour les très fines particules et les liquides particulièrement visqueux. Donc, on ne peut pas utiliser la décontation parce que les liquides sont très visqueux. Allô? Oui, on vous entend. Voilà. Est-ce que c'est un peu la question, Hadé? Allô? Alors, pour la centrifugation consiste à faire tourner très vite le récipient contenant le mélange hétérogène. Donc, les liquides, après centrifugation, là, on va voir 3 phases. Par contre, la décontation, Naya, elle est très lente. Elle est inefficace. Donc, je ne peux pas avoir les 3 phases après une décontation. D'accord? Oui. Donc, la centrifugation, elle est utilisée lorsque le mélange contient des particules trop fines de solides en suspension et lorsque les liquides sont particulièrement visqueux. Donc, de faibles différences de densité. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Non, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va faire la suite. On a un exercice. On le fera, Inch'Allah, la séance prochaine. D'accord? Ok, merci. D'accord, merci. Madame, Oui, c'est pour quand la séance prochaine? est-ce que vous serez libre le jeudi prochain? Madame, jeudi, on revient à la maison. La majorité revient les jeudis. Samedi, Inch'Allah. Samedi. Madame, jeudi, le cours d'IMPCA, on a à 8 heures le matin. Eh, donc, après le cours madame, le cours. غدا نديرو تيديتا. Oui, madame, نقدروا. D'accord. Donc, soit jeudi ou là, samedi. D'accord. Madame, présentielle ou la en ligne? Ou le cours, c'est en présentiel. Le cours, on le fera en Madame, présentiel. présentiel. Ah, d'accord. De toute façon, je vais Ok, parler d'accord. avec là. D'accord. Ok. Allez, merci. Au revoir, madame. Au revoir.